La cour des Tudors en Angleterre au XVIe siècle était un royaume où les murmures pouvaient changer les destins et où la beauté était à la fois un bienfait et un fardeau. Vers la fin du règne d'Henri VII, alors que son fils Henri se préparait à un destin inattendu et inespéré, une enfant naquit, qui allait devenir un élément oublié de la grande histoire des Tudors. Cet enfant était Mary Boleyn, fille de Sir Thomas Boleyn, et de Lady Elizabeth Howard, deux figures ambitieuses dont le mariage unissait richesse croissante et lignée ancestrale. Le caractère calculateur de son père savait avec quelle rapidité la faveur de la cour pouvait se traduire en titres et en domaines. Sa mère, descendante de la puissante famille Howard, lui offrait un statut aristocratique et un réseau d'influence solidement ancré dans les structures du pouvoir des Tudors. L'éducation de Mary se déroula sous le voile du potentiel. Ayant grandi au château de Hever, dans le Kent, elle et ses frères et sœurs reçurent une éducation non seulement à la lecture, à la prière, mais aussi à l'étiquette de la cour. Contrairement à sa sœur cadette Anne, réputée pour son intelligence vive et son esprit féroce, Marie se caractérisait par sa gentillesse. Ses contemporains la décrivaient comme douce, chaleureuse et compatissante, dotée d'une beauté qui englobait une douceur qui manquait à Anne. Si Anne incarnait le feu, Marie personnifiait le miel, et cette douceur se révéla à la fois enchanteresse et perfide. À un âge exceptionnellement jeune, Marie fut envoyée outre-mer, comme beaucoup de filles de familles nobles. Elle fut envoyée en France pour acquérir le raffinement dans l'une des cours européennes les plus raffinées. Elle servit comme dame d'honneur de la reine Claude, épouse du roi François Ier. C'est dans les somptueux palais de Fontainebleau et d'Amboise que Marie découvrit un monde plus libre, dans sa sensualité et ses plaisirs de cour, que la cour anglaise, plus réservée. Des rumeurs scandaleuses circulèrent à son sujet. Le roi François Ier lui-même se serait vanté de ses rencontres avec une Anglaise, la surnommant plus tard par dérision la mère anglaise. Cette remarque désobligeante laissait entrevoir une histoire d'exploitation et de rejet. L'authenticité du scandale a peut-être été exagérée par la grossièreté notoire du roi, mais elle a consolidé l'image de Marie, celle d'une femme dont la beauté avait captivé un monarque. À son retour en Angleterre, Marie portait à la fois l'attrait et la souillure de la France. Elle n'était plus simplement la fille de Thomas Boleyn. Elle était devenue une femme dont le nom suscitait l'intrigue. Vers 1520, elle épousa William Carey, membre de la Maison du Roi, marquant ainsi une union respectable qui renforça les liens de sa famille avec le cercle intime d'Henri VIII. Cependant, peu après, une autre rumeur surgit, cette fois au sein de la maison royale. Henri VIII, dans la fleur de l'âge, était célèbre pour son regard vagabond. Le mariage d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon n'était pas encore irrémédiablement brisé, mais l'incapacité de la reine à donner naissance à un héritier mâle vivant lui causa une profonde détresse. Son attention commença à se porter sur les femmes de sa cour et, au début des années 1520, Mary Boleyn devint l'objet de son attention. Les archives historiques restent vagues sur les détails de leurs relations, les chroniqueurs d'Henri ne l'ayant pas directement documenté. Et contrairement à une maîtresse ultérieure, Bessie Blount, Mary ne fut jamais reconnue publiquement. Cependant, des indices suggèrent fortement une liaison. Deux enfants naquirent pendant le séjour de Mary auprès du roi. Catherine Carey en 1524 et Henri Carey en 1510. William Carey est cité comme leur père, mais leurs naissances coïncidèrent étrangement avec la relation supposée de Mary avec Henri VIII, ce qui laissa beaucoup penser que ces enfants étaient la progéniture secrète du roi. Les rumeurs à la cour allaient bon train, et les spéculations allaient bon train. S'agissait-il de la progéniture clandestine du monarque ? Henri VIII ne reconnut qu'un seul enfant illégitime, Henri Fitzroy, mais la faveur témoignée à Catherine et Henri Carey sous le règne d'Elizabeth Eyre laissait entrevoir des vérités cachées. Catherine devint finalement l'une des dames les plus fidèles d'Élisabeth, leur relation ressemblant davantage à un lien familial qu'à un simple service. De même, Henri Carey s'éleva en statut, sa lignée fusionnant avec les grandes familles d'Angleterre. Cependant, Marie ne bénéficia pas des faveurs royales. L'intérêt d'Henri déclinant, comme souvent, elle fut reléguée dans l'ombre. Pire encore,
elle se retrouva dans l'ombre de sa sœur cadette. Anne Boleyn, fraîchement sortie de ses années à l'étranger, captivait le roi avec un talent que Marie ne pouvait égaler. Contrairement à la complaisance de Marie, Anne se montra rusée, tandis que Marie capitula, tandis qu'Anne défiait. Anne comprit qu'une capitulation rapide entraînerait un abandon rapide. Elle joua donc le jeu risqué de la retenue, entraînant Henri davantage dans son piège. Alors que la fascination du roi pour Anne s'intensifiait, Marie se retrouva isolée, sa réputation ternie et sa position incertaine. La famille Boleyn, caractérisée par son ambition, reporta ses efforts sur Anne. Thomas et Élisabeth Boleyn comprirent que la relation d'Anne avec le roi pouvait élever leur statut au-delà de ce que la brève liaison de Marie avait permis. Autrefois symbole d'espoir, Marie était désormais considérée comme un fardeau. Anne elle-même méprisait sa sœur, comme si la complaisance de Marie avait terni l'honneur de la famille. Des documents et des lettres de cette époque indiquent qu'Anne traitait Marie avec dédain et froideur, et que l'influence de Marie à la cour diminuait à mesure qu'Anne s'élevait. Une tragédie frappa Marie en 1528, lorsque son mari, William Carey, mourut lors d'une épidémie de sudation, la laissant veuve avec 2 jeunes enfants. Malgré une certaine clémence du roi, la famille Boleyn ne lui apporta qu'une aide limitée. Laissée à elle-même, face à un statut précaire, ni maîtresse chérie, ni épouse influente, mais simplement une femme en marge de la cour. Mary Boleyn prit une décision personnelle choquante vers 1534. Elle épousa en secret William Stafford, un simple soldat. Cette union, motivée par l'affection plutôt que par le gain, déclencha un tollé. Un tel mariage pour une femme du rang de Mary, en particulier la sœur de la future reine, maîtresse du roi, fut jugé honteux. Lorsque la vérité éclata, Anne Boleyn, déjà consort d'Henry, réagit avec colère. Mary et son nouvel époux furent bannis de la cour. Leur union fut qualifiée d'embarrassante. Mary Boleyn se retira ainsi des projecteurs de l'histoire, reléguée à une vie paisible, loin des bouleversements du pouvoir. Elle rendit son dernier souffle en 1543, largement oublié, son nom ne subsistant que comme un murmure étouffé sous la descendance tragique d'Anne. L'influence de Marie a perduré au-delà des espérances, façonnant une dynamique inattendue pour elle et sa famille. Ses descendants, Catherine et Henry Carey, ont joué un rôle crucial pour Elizabeth Eyre, leur dévouement et leur service ayant renforcé le trône fragile de la reine. Par leur intermédiaire, la lignée de Marie a influencé le destin de l'Angleterre, se transmettant de génération en génération, influençant les dynasties royales ultérieures. Son histoire est faite d'ombre et de silence, sa beauté souvent célébrée, mais sa véritable valeur méconnue. Derrière chaque récit se cachent des murmures de secrets non avoués, l'énigme des lignées royales, la politique du désir, l'incessante mathématique de l'ambition. Marie n'était-elle qu'un instrument de l'ascension de sa famille, ou la matriarche secrète d'un héritage Tudor obscur? La question reste sans réponse, nous entraînant toujours plus loin dans le labyrinthe des ragots et de l'histoire. Le récit se déroule, non pas centré sur l'ascension fulgurante d'Anne, ni sur la fureur tumultueuse d'Henri, mais sur Marie, la femme qui vacillait au bord du pouvoir, qui partageait des intimités périlleuses avec des rois, et dont la descendance finirait par se tenir aux côtés d'une reine. Dans son silence réside l'un des grands mystères de la cour des Tudors. Comment la sœur la moins connue devint le lien invisible qui maintenait une dynastie unie. Lorsque Mary Boleyn se retira de la cour d'Henri, beaucoup pensèrent que son histoire était close. En réalité, sa disparition ne fit qu'amplifier l'énigme qui enveloppait son existence. Chassée des salles éblouissantes, où politique et séduction s'entremêlaient, Marie sombra dans l'anonymat avec William Stafford, son second époux. Leur union lui coûta tout ce qu'elle possédait, statut, richesse, la fragile sécurité des alliances familiales, mais lui offrit quelque chose d'infiniment plus précieux, une vie façonnée par ses propres choix. Dans l'ambition impitoyable des Tudors, une telle autonomie était presque inimaginable. À partir de 1534, Marie, autrefois considérée comme la maîtresse du roi, ne fut plus mentionnée dans les documents historiques, omise des récits de masques, de progrès ou de machinations de cour. Elle avait opté pour une existence humble auprès d'un homme qui lui accordait fidélité plutôt que pouvoir, et pourtant son absence retentit largement. Même si Marie tomba dans l'oubli, sa lignée resta essentielle à la saga Tudor,
un courant sous-jacent caché sous les événements tumultueux qui finirait par engloutir sa sœur Anne. Contrairement à Marie, Anne Boleyn réussit ce qu'elle n'avait pas réussi à faire, captiver Henri VIII suffisamment longtemps pour monter sur le trône en 1533. Elle fut couronnée reine d'Angleterre dans l'opulence et rêvant d'une nouvelle dynastie. Son pari était risqué. Elle mit en jeu sa vertu, sa réputation et l'honneur de sa famille, mais remporta la couronne éclatante. Cependant, la royauté était périlleuse, le trône était assurément précaire. À la cour des Tudors, la favorite d'hier pouvait se retrouver condamnée demain. Avec Anne, le triomphe portait le poids de grandes espérances. Elle devait donner un fils à Henri, ce que Catherine d'Aragon échoua. En septembre 1533, Anne donna naissance à Élisabeth, non pas l'héritière tant attendue, mais une fille. Malgré la déception du roi, cet enfant allait plus tard assurer l'héritage des descendants de Marie Boleyn. Car Élisabeth et Marie partageaient un lien qui se renforça avec le temps, une parenté et une confiance plus étroites qu'on ne le pensait. Tandis qu'Anne luttait pour conserver les faveurs d'Henri, Marie menait une vie paisible, loin des drames de la cour. Cependant, le destin ne la laissa pas indemne. La chute d'Anne en 1536 provoqua une onde de choc en Angleterre. Accusée d'adultère, de trahison et même d'inceste avec son propre frère George, la chute de la reine marqua un tournant. Les accusations étaient extravagantes, méticuleusement conçues pour éradiquer non seulement Anne, mais toute l'influence de la famille Boleyn. Marie, quant à elle, parvint à prendre ses distances. Déjà exilée, elle avait coupé les ponts avec les ambitions dangereuses de sa famille. Peut-être cette distance la protégeait-elle. Alors que sa sœur était décapitée en mai 1536, Marie résista, s'accrochant à sa vie précaire. Le contraste entre les deux sœurs était saisissant. Anne avait atteint de grands sommets avant de sombrer dans la tragédie, son nom étant à jamais lié au chagrin. Marie avait connu une disgrâce antérieure, perdu la faveur et s'était retirée dans l'anonymat. Pourtant, cette obscurité abritait la sécurité. Alors que la cour raisonnait du drame de la mort d'Anne et du remariage précipité d'Henri, Marie resta impassible, se concentrant sur ses enfants, Catherine et Henri, dont le destin se dénouait tranquillement. Catherine Carré, l'aînée, présentait une ressemblance avec la beauté douce de sa mère, mais faisait également preuve d'une résilience qui laissait entrevoir la force de son héritage Howard. Catherine tissa des liens au sein de la résidence de la princesse Élisabeth, devenant finalement sa confidente et sa dame de confiance. Leurs liens se renforçant, certains spéculèrent qu'elles étaient hantées plus que de simples cousines, peut-être même des parentes consanguines si la lignée royale de Catherine était avérée. Cette relation, cultivée dès l'enfance, dura de nombreuses années, et Élisabeth lui rendit sa loyauté par son affection et un traitement de faveur, contrairement à toute autre dame de la cour. De même, Henri Carré, le fils de Marie, progressa régulièrement. Bien que non officiellement reconnu comme bâtard royal, il acquit des terres, des titres et des fonctions qui laissèrent présager une faveur de la couronne au-delà de la bienveillance ordinaire. Sous le règne d'Élisabeth, il obtint le titre de baron Hunsdon, supervisant les troupes de la maison de la reine, un poste confié à sa protection, un privilège difficile à obtenir. Si Henri Carré était bien le fils d'Henri VIII, Élisabeth confia sa sécurité à son demi-frère. Même s'il ne l'était pas, la confiance demeurait frappante, témoignant de la profonde affection d'Élisabeth pour la lignée de Marie Boleyn. Pendant ce temps, Marie vivait dans l'anonymat. Les archives ne nous renseignent pas sur ses sentiments lors de l'exécution d'Anne, ni lorsque sa famille perdit le pouvoir suite au mariage répété d'Henri. On ne peut que spéculer sur ses émotions, le soulagement d'avoir choisi une vie paisible, le chagrin pour sa sœur dont elle s'était éloignée, l'anxiété face à l'avenir de ses enfants. Au fil des ans, elle repensa probablement à son passé, ses années en France, les regards menaçants du roi, les vaines promesses de pouvoir jamais réalisées. Peut-être comprit-elle mieux que quiconque la dure réalité de l'ambition des Tudors. Gravir les échelons signifiait tout risquer, et la chute était presque inévitable. L'année 1543 marqua la fin paisible de la vie de Marie Boleyn, coïncidant avec la détérioration de la santé d'Henri VIII et l'incertitude imminente quant à sa succession. Sa disparition fut paisible, sans scandale ni spectacle, contrastant fortement avec le destin tumultueux qui frappa sa famille. Pourtant,
même dans la mort, son influence demeura indélébile, sa descendance étant au seuil de la grandeur, subtilement liée au destin de l'Angleterre. Avec l'accession au trône d'Élisabeth Tudor en plein 158, les rumeurs concernant Mary Boleyn refirent surface. Élisabeth s'entoura de confidents de confiance et au cœur de sa cour se trouvaient Catherine et Henri Carré. À travers eux, la présence fantomatique de Mary persistait. Bien que rarement mentionné par son nom, son sang, ses décisions et sa résilience tranquille avaient façonné le royaume le plus privé de la reine. L'âge d'or de l'Angleterre, sous le règne d'Élisabeth, fut en partie préservé et guidé par les descendants d'une femme que l'histoire s'efforçait d'effacer. Dans ce paradoxe, le récit de Mary Boleyn acquiert sa puissance inquiétante, connue par ses pairs pour sa frivolité, puis rejetée comme une maîtresse délaissée. Elle fut éclipsée par son illustre sœur et méprisée par sa famille ambitieuse. L'histoire occulta son existence. Pourtant, dans le silence de son exclusion, elle émergea comme l'ancêtre d'une dynastie qui protégea une reine et traversa les siècles, atteignant même les lignées royales contemporaines. Ainsi, son récit se déroule, devenant contradictoire. La sœur méprisée, ridiculisée et méprisée devint le fondement caché, tandis que la sœur célèbre devint un avertissement tragique. La cour des Tudors se délectait de telles ironies, se nourrissant de l'ascension et de la chute de ceux qui aspiraient au pouvoir. Cependant, dans le cas de Mary, l'obscurité survécut à la gloire. Elle n'a jamais aspiré au trône, mais par sa descendance, elle contribua à sa préservation. À mesure que l'on approfondit son récit, les rumeurs s'amplifient. Catherine et Henri descendent-ils de la lignée du roi Henri VIII, leur lignée secrètement royale? Élisabeth les considérait-elle comme des parents, non seulement par alliance, mais aussi par naissance? Les archives sont muettes, et pourtant le silence peut être éloquent. Dans une cour où Henri VIII ne reconnaissait qu'un seul fils illégitime, l'extraordinaire clémence dont ils ont fait l'objet suscite des questions que les historiens ne peuvent totalement dissiper. La vie de Mary Boleyn n'était pas seulement la chronique d'une beauté oubliée. Elle racontait comment le désir, le scandale et l'exil fondèrent un pouvoir dynastique secret. Ce récit souligne comment les obscurités de l'histoire masquent souvent les vérités les plus tenaces, et que parfois, l'impact le plus important ne réside pas dans les couronnes ou les titres, mais dans les lignées qui s'y rattachent discrètement. Lorsque Mary Boleyn rendit son dernier souffle en 1543, le monde resta indifférent. Marie, dépourvue de domaines prestigieux, de titres honorifiques et de mentions importantes dans les chroniques historiques, comme c'est souvent le cas pour les reines et les martyrs, disparut presque inaperçue, ayant été autrefois la maîtresse d'un roi. Cependant, si sa disparition fut largement ignorée, sa descendance était sur le point de façonner le paysage où allait se déployer la longévité de la dynastie Tudor. Catherine Carré, née en 1524, incarnait la douceur de sa mère, mais dissimulait en elle un esprit indomptable qui reflétait la nature déterminée de la lignée Howard, et peut-être une pointe d'énigme. Dès son plus jeune âge, elle navigua dans le royaume de la royauté. Elle était apparentée aux Boleyn par le sang, entretenait des liens étroits avec les Tudors et, si les rumeurs étaient exactes, partageait le roi comme figure paternelle. L'incertitude entourant son identité paternelle, bien que non résolue, semblait hanter chacun de ses pas. Après tout, comment expliquer autrement la faveur sans précédent qui l'a suivie tout au long de sa vie? Dans sa jeunesse, Catherine rejoignit la maison de la princesse Élisabeth, fille d'Anne Boleyn. La relation qui s'établit entre elles devint l'une des plus longues et des plus intimes de la vie d'Élisabeth. Tandis que les courtisans se disputèrent la notoriété et que les nobles manœuvraient pour le pouvoir, la position de Catherine était inattaquable non par stratégie, mais par affection. Élisabeth comptait sur elle, partageait avec elle des secrets, lui faisait des confidences que peu de gens pouvaient imaginer entendre. Lorsqu'Élisabeth monta sur le trône en 1558, sa loyauté fut récompensée par une promotion. Elle devint la première chambellane de la reine, un poste d'une intimité extraordinaire, car il lui donnait accès à ses moments les plus intimes. Habillage et déshabillage, les matins calmes de l'aube et les conversations feutrées de minuit, rares étaient ceux qui exercèrent sur Élisabeth une telle influence. Aux côtés de Catherine, Élisabeth n'était pas seulement la reine vierge, mais plutôt la femme, vulnérable,
incertaine, cherchant réconfort dans un royaume qui la contraignait à être aussi dur que l'acier. Catherine lui fut un soutien indéfectible. L'affection qu'Élisabeth portait à sa parente était palpable dans les portraits et la correspondance, laissant ses contemporains impressionnés par leur étroite relation. Certains ont même spéculé que le lien allait au-delà de la parenté, affirmant que Catherine n'était pas seulement une cousine, mais la demi-sœur d'Élisabeth, conçue lors de la liaison clandestine d'Henri VIII avec Mary Boleyn. Bien qu'Élisabeth ne l'ait jamais ouvertement admis, son affection pour Catherine laissait entrevoir plus que des convenances politiques. Henri Carré, le frère de Catherine, se trouva sur une voie moins dictée par l'intimité que par la loyauté. Il devint un homme de valeur et de prouesse militaire, incarnant les idéaux chevaleresques qu'Henri VIII incarnait dans sa jeunesse. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement reconnu comme royal, la carrière d'Henri Carré prospéra grâce à des postes qui semblèrent réservés aux favoris de la couronne. Élisabeth l'éleva à la pairie sous le nom de baron Hansdon, lui conférant non seulement un titre, mais aussi une autorité. Il fut chargé de commander les troupes de la maison de la reine, un rôle à responsabilité importante, puisqu'il impliquait d'assurer sa sécurité personnelle. Le symbolisme de cette confiance était profond. Élisabeth, qui avait survécu à des complots, des rébellions et des tentatives d'assassinat, confia sa vie à Henri Carré. Était-ce parce qu'il était son cousin ou son demi-frère, ou était-ce simplement parce que sa loyauté restait indéfectible? Quelle qu'en soit la raison, Henri devint l'un des protecteurs les plus fiables d'Élisabeth pendant son règne, et sa présence à la cour témoigna de l'influence considérable de Marie Boleyn dans les affaires des Tudors. Catherine et Henri Carré devinrent, en substance, un héritage vivant pour leur mère. Bien que Marie ait été écartée, ses enfants occupèrent des postes clés durant l'âge d'or d'Élisabeth. Plus que de simples courtisans, ils apportèrent une stabilité essentielle à la vie quotidienne de la reine. Leur présence raviva le souvenir de la relation de Marie avec Henri VIII, mais leur importance suscita des questions qu'il était difficile d'exprimer ouvertement. Si Catherine et Henri Carré étaient véritablement les enfants d'Henri VIII, le règne d'Élisabeth reposerait sur un lien familial secret. Dans ce scénario, le confident le plus fidèle de la reine et son principal protecteur militaire seraient non seulement cousins, mais aussi demi-frères et sœurs. Cette idée avait peut-être traversé l'esprit d'Élisabeth, mais elle n'en avait jamais parlé à personne. L'avoué aurait dévoilé les secrets de son père, compromettant potentiellement sa propre légitimité soigneusement entretenue. Par conséquent, le secret était la ligne de conduite privilégiée. Or, le secret ne fait qu'alimenter les rumeurs. Il les nourrit. Des rumeurs persistaient dans les tavernes, les demeures nobles et les archives historiques. Les Tudors étaient des experts en spectacle, mais chaque spectacle dissimulait des vérités potentielles. La faveur de Catherine, la confiance d'Henri, leur influence durable sur une longue période. Tout cela laissait présager quelque chose de plus qu'une simple relation par l'intermédiaire de Marie Boleyn. La famille de Catherine étendit encore ce pouvoir caché. Elle épousa Sir Francis Knollys, un protestant fervent, qui accéda à la notoriété sous Élisabeth. Ensemble, ils eurent pas moins de 16 enfants, une progéniture qui se répandit dans tout le royaume comme des graines de loyauté. Leurs descendants, mariés à des familles nobles, entrèrent au service royal et contribuèrent au réseau influent qui soutenait le règne d'Élisabeth. Par Catherine, Marie Boleyn devint la matriarche d'une dynastie qui imprégna la cour élisabéthaine, ses petits-enfants s'élevant comme courtisans, soldats et hommes d'État. Henri Carré perpétua l'héritage de Marie. Sa descendance perpétua la lignée des Boleyn dans d'autres maisons illustres, nouant des liens avec les familles les plus importantes d'Angleterre. À travers ces lignées, le sang de Marie traversa les siècles avant le sien, atteignant finalement celui des membres de la famille royale contemporaine, tissant un lien entre la maîtresse oubliée d'Henri VIII et les princes et princesses d'aujourd'hui. L'ironie est presque accablante. Marie Boleyn, d'abord perçue comme une beauté superficielle, devint la grand-mère de l'establishment anglais élisabétain, l'ancêtre des ducs, des comtes et des monarques. Contrairement à sa sœur Anne, qui rayonna puis disparut sans héritier, c'est Marie, l'oubliée, la maîtresse délaissée, qui fit progresser la dynastie. Ce sont ses enfants, et non ceux d'Anne, qui assurèrent la pérennité du sang des Boleyn. Élisabeth comprit peut-être mieux cette ironie que quiconque,
Elle avait assisté à la disparition de sa mère, à la remise en cause de sa légitimité et à la mise en péril de son trône. En Catherine et Henri Carré, elle reconnaissait non seulement la loyauté, mais aussi la continuité, une assurance sereine que la famille que sa mère représentait continuait d'exister. Elle s'associait à eux, non seulement par confiance, mais aussi parce qu'ils évoquèrent son identité, ses origines, le fragile héritage qu'elle portait. La proximité des Carré avec Élisabeth avait également un poids politique. Leurs convictions protestantes renforcèrent la politique religieuse d'Élisabeth, leurs liens familiaux étendirent son influence au sein de la noblesse, et leur nombreuse descendance, grâce à la prolificité de Catherine, forgea un réseau de loyauté difficile à contester pour ses adversaires. Grâce à eux, l'héritage de Mary Boleyn devint non seulement privé, mais aussi politique. Cependant, Mary elle-même était rarement mentionnée. Dans les somptueux palais de Whitehall, dans les salles animées de Hampton Court, son nom n'apparaissait ni dans les défilés ni dans les masques. Les historiens ont loué Élisabeth pour sa virginité, ses victoires contre l'Espagne et sa cour resplendissante, peuplée de poètes et d'aventuriers. Ils ont omis Marie, la matriarche tranquille derrière les plus proches conseillers de la reine. L'histoire a privilégié le récit le plus véhément, la chute d'Anne, la grandeur d'Élisabeth, au récit doux et nuancé de Marie, celle qui a donné naissance au tuteur de la reine. Pourtant, parfois, le silence est plus éloquent que les mots. L'omission du nom de Marie et l'effacement intentionnel de son histoire laissent entrevoir une vérité secrète trop risquée à divulguer. Si ses enfants étaient bien issus d'Henri VIII, alors Marie n'était pas seulement une maîtresse délaissée, mais la mère méconnue de bâtards royaux qui ont influencé la lignée des Tudors. La reconnaître pleinement aurait démantelé le vernis méticuleusement façonné de la légitimité d'Élisabeth. Ainsi Marie est restée une figure spectrale, palpable dans la chair de ses enfants, mais absente des chroniques du pouvoir. Alors que le règne d'Élisabeth s'étendait vers ses dernières années, Catherine Carré vieillit à ses côtés. Leur lien resta fort, et à la mort de Catherine en 1569, la reine Élisabeth fut dévastée. Élisabeth, qui dissimulait habituellement ses émotions, aurait été profondément endeuillée, se retirant pour pleurer la femme qui avait été sa plus intime compagne. Ce n'était pas le chagrin d'une cousine éloignée, mais celui de quelqu'un qui avait perdu un frère ou une sœur, voire plus. L'intensité du chagrin d'Élisabeth raviva de vieilles rumeurs. Car pourquoi la reine aurait-elle tant pleuré si leur lien n'était pas plus profond que celui des Boleyn ? Henri Carré survécut plus longtemps, continuant à servir Élisabeth avec une loyauté indéfectible. Même si l'âge le gênait, il demeura une figure de confiance, un homme dont la présence apaisa les appréhensions de la reine quant à sa sécurité. En 1596, alors que sa santé se dégradait, Élisabeth lui rendit une visite extraordinaire à son lit de mort, un geste rare pour une monarque si attentive à son temps. Elle l'aurait touché doucement, le visage marqué par le chagrin, en guise d'adieu à celui qui aurait pu être son frère et son tuteur. Sa disparition laissa un vide à ses côtés, témoignage que le temps effaçait les derniers liens avec son enfance et les mystères familiaux obscurs. À la mort d'Élisabeth, en 1603, l'histoire de Mary Boleyn était ensevelie sous des récits plus véhéments. Cependant, la lignée subsista, passant par la descendance de Catherine et celle d'Henri, puis par les lignées des Stuarts et des Hanovriens, et enfin, des siècles plus tard, par la dynastie des Windsor elle-même. L'ironie était profonde, la sœur négligée, la maîtresse disgraciée, la femme ridiculisée par les rois et rejetée par sa famille, devint l'ancêtre des monarques. La vie de Mary Boleyn, à bien y regarder, ressemble à une énigme enveloppée de silence. Elle était connue pour son impudicité, jugée insignifiante, éclipsée par sa sœur. Malgré son statut, Mary Boleyn était à la fois une mère et une femme dont la descendance s'avéra indispensable à une reine. Sa lignée survécut aux précepteurs qui la méprisèrent initialement, signe que sa lignée perdurerait. Son récit est entouré de secrets, et pourtant c'est souvent dans ces ténèbres que réside la vérité. L'énigme demeure. Catherine et Henri Carré étaient-ils bien les descendants d'Henri VIII ? Le temps ne révélera jamais la réponse, car les précepteurs étaient habiles à dissimuler les faits dérangeants. Cependant, l'héritage de faveur, de confiance et de persévérance laisse entrevoir une réponse que l'histoire hésite à exprimer ouvertement. Les enfants de Mary Boleyn servirent non seulement à sa rédemption, mais aussi à la base silencieuse du règne d'Élisabeth,
le lien discret entre le génie d'Anne et la longévité de la dynastie. Ainsi, la saga de Mary perdure, non pas comme une note de bas de page, mais comme une chronique clandestine, nous rappelant que les oubliés peuvent aller façonner l'histoire plus significativement que les célébrer. Elle sait la présence tacite du récit d'Élisabeth, le membre caché de la lignée Tudor, la matriarche silencieuse du pouvoir. Lorsqu'Elizabeth Pike rendit son dernier souffle en ce matin nuageux de mars 1303, une époque s'achevait. La lignée Tudor, initialement forte et inflexible, s'effondra, la fille d'Anne Boleyn n'ayant pas donné naissance à un héritier. La dynastie née des prétentions calculées d'Henri VII et de l'ambition insatiable d'Henri VIII avait brillé, puis s'était éteinte. Néanmoins, si le trône Tudor était transmis aux Écossais, l'histoire des descendants de Mary Boleyn ne faisait que commencer. Car si la lignée d'Anne s'éteignit avec Élisabeth, celle de Mary persista. Ses enfants, Catherine et Henri Carré, avaient déjà engendré des générations de descendants à travers l'Angleterre. Leurs descendants se marieraient dans des maisons prestigieuses, porteraient des titres et influenceraient l'aristocratie des siècles suivants. Le paradoxe était profond. La sœur, oubliée de son vivant, devenait l'ancêtre de l'Angleterre future, tandis que celle qui siégeait sur un trône ne laissait derrière elle que des souvenirs. Catherine Carré, forte de 16 enfants, étendit considérablement l'influence de sa mère. Son union avec Sir Francis Knollys la lia à l'une des familles protestantes les plus influentes du royaume sous le règne d'Élisabeth. La famille Knollys joua un rôle crucial dans la politique protestante, fournissant courtisans, diplomates et soldats. Les descendants de Catherine épousèrent stratégiquement des membres d'autres maisons influentes, qui prospérèrent à l'époque des Stuarts, étendant ainsi l'influence de Mary Boleyn au cœur du pouvoir politique anglais. L'une des filles de Catherine, Lettice Knollys, acquit elle-même une certaine notoriété. Elle épousa Robert Dudley, comte de Leinster, qui fut le favori de longue date d'Élisabeth. Cette union irrita la reine, qu'elle percevait comme une transgression, car elle considérait Dudley comme son affection exclusive, l'homme qu'elle aurait pu aimer au-delà de toute considération politique. Le mariage de Lettice fut perçu comme une déloyauté, et Élisabeth la bannit de la cour. Malgré la colère de la reine, Lettice persista, sa lignée subsistant bien au-delà du règne d'Élisabeth. Par son intermédiaire, la lignée de Mary Boleyn se mêla aux ambitions et aux malheurs de la famille Dudley, autre dynastie importante. Les descendants d'Henri Carré prospérèrent, élevés à la pairie sous le nom de Baron Hunsdon, transmettant leurs titres à leurs successeurs tout au long de l'ère Stuart. Les Carré maintinrent une relation étroite avec la monarchie, leur allégeance restant inébranlable à la couronne. En substance, la dynastie de Mary Boleyn devint une sorte de dynastie cachée, sans couronne, mais omniprésente, loin d'être au centre, mais toujours indispensable. Avec l'accession de Jacques VI au trône d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier, unifiant les couronnes d'Angleterre et d'Écosse, les courtisans qui l'entouraient n'étaient pas de simples étrangers. Parmi eux se trouvaient des individus portant le sang de Mary Boleyn. Ils n'étaient peut-être pas des Tudors de nom, mais dans leurs veines, ils détenaient une part de l'héritage d'Henri VIII, bien que ténue. L'idée que Jacques était l'héritier légitime de la sœur aînée d'Henri, Marguerite Tudor, était rarement évoquée, car elle justifiait ses prétentions. Cependant, l'histoire tend à créer des schémas complexes, quelles que soient les paroles. La dynastie Stuart allait bientôt être ravagée par les conflits, les guerres civiles, le régicide, la Restauration et la Révolution. Malgré ces événements tumultueux, la lignée de Mary Boleyn se perpétua. Ils se marièrent entre eux, eurent des enfants, et s'infiltrèrent progressivement dans la noblesse anglaise comme des branches dans une forêt. À chaque génération, le sang de Marie, et peut-être d'Henri VIII, s'enracina davantage dans l'aristocratie. À l'époque des Hanovriens, lorsque Georges Ier monta sur le trône d'Allemagne en 1714, les descendants de Marie étaient omniprésents, seigneurs au Parlement, dames à la cour, généraux dans l'armée. Elle avait été oubliée dans les annales des Tudors, mais son influence devint indélébile en Angleterre même. C'est presque étrange de voir comment sa lignée a perduré là où d'autres n'ont pas survécu. La lignée de Mary Boleyn, bien que marquée par la tragédie,
survécut et se propagea, finissant par s'entremêler avec des familles importantes comme les Spencer, les Cavendish et les Cecil. À chaque union, l'influence de Mary au sein de l'aristocratie anglaise se renforça. Au fil du temps, ce lien s'étendit aux Spencer, une famille pentante éminente des époques ultérieures. Par leur intermédiaire, la lignée de Mary Boleyn se transmit à Diana, princesse de Galles, puis à ses fils, le prince William et le prince Harry. Si les rumeurs sur la paternité de Catherine et d'Henry Carey sont exactes, Mary Boleyn n'est pas seulement l'ancêtre de la noblesse, elle est l'ancêtre des héritiers royaux d'aujourd'hui. L'ironie est profonde. Henri VIII, rongé par le désir d'avoir des fils et des héritiers, dont la quête d'un successeur mâle conduisit à la destruction d'épouses et de royaumes, a peut-être involontairement atteint son but grâce à une lignée illégitime encore vivante de princes potentiellement héritiers du trône britannique. Cependant, plongeons-nous dans le XVIIe siècle, alors que l'Angleterre était déchirée par la guerre civile. Les descendants de Marie occupèrent à nouveau le devant de la scène. Certains soutenaient le Parlement, d'autres le roi, leurs allégeances reflétant les divisions au sein même de la nation. Quel que soit leur choix, la lignée des Boleyn fut présente à chaque tournant crucial. À Naseby, à Edge Hill, lors de l'exécution de Charles Ier à Whitehall, les hommes issus de la lignée de Marie furent témoins des turbulences qui ébranlèrent la monarchie avec laquelle elle avait autrefois étroitement collaboré. Même en exil et lors de la Restauration, son influence perdura. Lorsque Charles II reconquit le trône en 1661, l'aristocratie qui l'accueillit comptait de nombreux descendants de Marie. Elles n'ont peut-être pas porté de couronne, mais elles ont façonné les cours, influencé la politique et dirigé les armées. Ce sont elles que l'histoire retient sous le nom de Marie. Invisible et pourtant puissante, son esprit les accompagnait. Que pouvons-nous déduire de sa longévité ? Marie n'a laissé aucune trace écrite, aucune confession personnelle, ni aucun témoignage direct de ses émotions. Nous ignorons si elle se considérait comme une échec ou une survivante, si elle pleurait sa sœur, ou trouvait la paix dans son existence solitaire choisie. Mais sa lignée résonnait plus fort que tous ces mots. Elle a perduré, prospéré, et s'est mêlée au destin de la Grande-Bretagne. L'ironie réside dans le souvenir de l'obsession d'Henri VIII pour la succession. Il a divorcé de Catherine d'Aragon, exécuté Anne Boleyn, répudié Anne de Clèves, humilié Catherine Howard et laissé Catherine Parr veuve, tout cela dans la quête d'un fils qui perpétuerait la lignée des Tudors. Peut-être la femme qu'Henri ne reconnut jamais officiellement. Mary Boleyn aurait-elle pu lui offrir ce qu'il désirait le plus ? Une descendance dont la lignée survivrait à tous ses héritiers officiels. La dynastie Tudor disparut en 1603, mais si Catherine et Henri Carré étaient de son sang, les Tudors ne disparurent jamais vraiment. Ils changèrent simplement de nom, de rang et d'importance historique. Élisabeth, qui régna avec une force de fer et un génie indéniable, le sentit peut-être inconsciemment. Sa proximité avec Catherine et Henri Carré témoigne d'une conscience trop profonde pour être considérée comme une coïncidence. Elle comptait sur eux non seulement pour sa loyauté, mais aussi pour son identité. Dans leur visage, elle reconnut peut-être des traces de son père, des bribes de sa propre lignée, le réconfort de ne pas être aussi isolé que sa virginité le laissait supposer. Son règne, illustre et durable, fut assuré par les enfants de l'adversaire de sa mère et de la maîtresse de son père. L'ironie de cette situation rappelle presque le drame shakespearien, comme si le destin avait imbriqué l'ironie dans chaque élément de l'histoire des Tudors. Au XVIIIe et XIXe siècle, Marie fut largement oubliée du grand public, et pourtant sa lignée se rapprocha plus que jamais du trône. Les Carré se mêlèrent à des familles prestigieuses, donnant naissance à des hommes politiques, des chefs militaires et des duchesses. Cette lignée se perpétua discrètement jusqu'à sa résurgence spectaculaire au XXe siècle avec Diana Spencer. Lorsque Diana épousa le prince Charles, héritier présomptif du trône, elle portait en elle des siècles d'histoire obscurcie. Ainsi, la maîtresse secrète d'Henri VIII, Marie, se tenait devant l'autel de Saint-Paul en 1981, et à la naissance de son fils, William, le sang Boleyn, qui appartenait à Marie, réintégra la lignée de succession.
Par conséquent, le récit de Marie se transforme non seulement en un mystère Tudor, mais aussi en une ironie dynastique traversant les siècles. Mère anglaise, en France, délaissée par Henri, méprisée par Anne, veuve bannie mariée par amour, tels furent les rôles de Marie Boleyn. Sa vie fut plongée dans l'obscurité, mais sa lignée persista. Survivant aux monarchies, dynasties et empires, elle continue de vibrer dans les veines des héritiers royaux de Grande-Bretagne. Son histoire témoigne que l'histoire ne célèbre pas toujours les audacieux ni ne préserve les brillants. Souvent, ce sont les oubliés qui façonnent le plus l'avenir. Mary Boleyn, la sœur dans l'ombre, la maîtresse rejetée, en est la preuve. En retraçant sa lignée à travers Catherine et Henri Carré, les Knollys, les Spencer et au-delà, nous comprenons que son héritage ne fut pas le silence, mais la résilience. Elle navigua dans les eaux tumultueuses de l'ambition des Tudors en se retirant dans l'ombre, mais dans cet anonymat, elle sema des graines qui survivraient pauvres même aux Tudors eux-mêmes. En parlant de Mary Boleyn, il n'est pas question d'échec, mais de continuité, ni de honte, mais de survie, ni d'une note de bas de page, mais d'un fondement. Son histoire, souvent méconnue, est l'un des grands récits cachés de l'histoire anglaise. Un récit qui s'étend de la cour opulente d'Henri VIII au mariage grandiose des monarques contemporains, persistant, ininterrompu et indélébile. L'héritage de Mary Boleyn est tel un fil d'or tissé dans une tapisserie apparemment sombre et usée. Pendant des siècles, son nom a disparu des pages de l'histoire. On ne se souvenait pas d'elle comme d'une femme puissante, ni comme d'une reine ou d'une martyre, mais comme d'une maîtresse abandonnée, éclipsée par le génie tragique d'Anne. Pourtant, en remontant le fil de sa lignée, en suivant les générations qui ont émergé après Catherine et Henri Carré, on découvre que son obscurité dissimulait une vérité plus durable que n'importe quelle couronne. Le sang de Mary Boleyn est resté sur le trône d'Angleterre. Les vies des enfants apparentés d'Elizabeth Eyre étaient étroitement liées. Mais avec l'ascension de la dynastie Stuart, les lignées Carré et Norlis se sont développées. Ils se sont intégrés harmonieusement à la noblesse, leur mariage les unissant à des familles influentes qui ont connu des hauts et des bas au gré des bouleversements politiques de l'Angleterre. Dans les couloirs de Whitehall et du Parlement, les descendants de Mary Boleyn ont préservé leur héritage avec subtilité et résilience. Bien qu'aucun couronnement ne reconnaisse leur présence, ni aucun grand spectacle ne commémore leur ascendance, ils ont été une force silencieuse de continuité au sein d'une monarchie obsédée par la persévérance. Durant la guerre civile du XVIIe siècle qui a ravagé l'Angleterre, les descendants de Mary ont combattu dans des camps opposés. Certains ont porté les armes pour le Parlement, d'autres sont restés fidèles au roi. Malgré leur loyauté divisée, leur lignée est restée intacte. Lors du retour triomphal de Charles II à la monarchie, les maisons nobles qui l'accueillirent reconnurent une lignée remontant à Mary Boleyn, une ironie crue, car les Tudors avaient cherché à l'oublier. Malgré leur disparition, sa lignée subsista, inéluctable. Par Lettice Norlis, fille de Catherine Carré, la lignée Boleyn s'étendit à des maisons de comtes comme Leicester et au-delà. Grâce aux héritiers d'Henri Carré, elle se perpétua par des titres de noblesse, déclinant parfois, mais refaisant souvent surface à des postes de pouvoir. Au fil du temps, le nom Boleyn s'estompa, mais son héritage perdura. Au XVIIIe siècle, avec l'accession au trône des Hanovriens et la substitution des Stuarts, la famille de Mary s'était solidement ancrée dans l'élite politique et sociale. On aurait dit que la maîtresse, longtemps oubliée, était devenue la matriarche d'une dynastie invisible, prospère sans couronne pour perdurer. La quête incessante d'héritiers mâles par Henri VIII conduisit à la destruction d'épouses, à la séparation d'avec Rome et à l'exécution d'amis et d'ennemis. Cependant, sa lignée masculine légitime finit par s'éteindre. Édouard VI mourut prématurément. Marie Eyre n'eut pas de descendance, et Élisabeth Eyre, la dernière Tudor, resta vierge. Ainsi, le grand projet d'Henri s'effondra. Mais si Catherine Carré et Henri Carré étaient bien ses enfants, alors ses héritiers continuèrent anonymement la lignée de Marie. Il réussit en secret ce qu'il ne pouvait accomplir légalement. Sa lignée, niée par les proclamations, finit par l'emporter, et la plus cruelle ironie fut qu'elle prospéra non pas grâce à Anne, la sœur pour laquelle il avait anéanti son royaume, mais grâce à Marie,
la sœur qu'il avait négligée. Cette ironie prend toute son ampleur à mesure que nous avançons dans l'ère moderne. Par les lignées Carré et Norlis, le sang de Marie coula au Spencer, l'une des familles les plus distinguées d'Angleterre. Des siècles après la disparition de Marie Boleyn, son sang refit surface chez Diana, princesse de Galles, un lien établi par son mariage avec le prince Charles, qui la repositionna au cœur de la monarchie. La tendre élégance de Marie Boleyn résonna à travers les siècles chez Diana, faisant écho à la même douceur, au même sentiment de tristesse. À l'instar de Mary, chérie puis rejetée, Diana connut elle aussi l'affection puis la destruction sous les pressions de la couronne et de la nation. L'histoire semblait avoir cruellement répété son schéma. Pourtant, comme Mary, Diana laissa derrière elle des enfants, les princes William et Harry, qui assurèrent la pérennité de sa lignée. Par leur lignée, la succession directe au trône revient aux descendants de Marie Boleyn. Si Catherine et Henri Carré étaient porteurs de la lignée d'Henri VIII, alors William et Harry partagent ce même héritage. Le futur roi, le prince William, pourrait incarner la réalisation ultime du rêve d'Henri VIII, la continuation de sa lignée à travers celle qu'il n'a jamais reconnue. Comment cela réinterprète-t-il Mary Boleyn ? Pendant des siècles, elle a été présentée comme un symbole de scandale, servant de mise en garde contre l'imprudence féminine au sein d'une cour perfide. Elle était la sœur qui capitula trop vite, la maîtresse sans impact perceptible. Cependant, lorsque l'on évalue le pouvoir non pas à l'aune des paroles ou des couronnes portées, mais à la lignée qui perdure, son récit transcende même celui d'Anne. Anne a donné naissance à une fille qui a marqué une époque sans laisser d'héritier. À l'inverse, Marie a donné naissance à des enfants qui ont influencé des siècles, intégrant subtilement le nom de leur mère au patrimoine génétique des rois et des princes. C'est peut-être la raison pour laquelle son récit a un charme si énigmatique. Il ne s'agit pas seulement de la question de la filiation, bien que cela reste un mystère captivant, mais plutôt de la manière dont l'histoire choisit de se souvenir. Pourquoi Marie a-t-elle été négligée tandis qu'Anne est devenue une icône ? Pourquoi la victime silencieuse a-t-elle été effacée tandis que la reine déchue est devenue une légende ? Peut-être était-ce intentionnel. Les Tudors, experts en manipulation, comprenaient que les histoires exercent un pouvoir. La chute d'Anne fut un avertissement, le règne d'Élisabeth un succès. La vie de Marie, tirant ni tragédie ni spectacle, resta muette. Pourtant, c'est dans ce silence que résidait sa force. En vivant modestement, en se retirant de la scène traîtresse, elle protégea l'héritage que sa sœur, plus loquace, avait dissipé. Son histoire possède aussi quelque chose de profondément humain. Marie ne vivait ni pour la politique, ni pour la royauté. Lorsqu'elle épousa secrètement William Stafford, elle choisit l'amour plutôt que l'ambition, un choix rarement fait par des femmes de son envergure. Ce choix lui coûta cher à la cour, mais il la sauva peut-être finalement. Tandis qu'Anne était exécutée, George Boleyn décapité, et le reste de sa famille déshonoré, Marie endura, silencieuse et sereine, élevant les enfants qui perpétueront son histoire. Dans un monde où la survie était rare, Marie s'imposa, et en survivant, elle triompha. Le mystère de la paternité de Catherine et Henri Carré restera à jamais entier. Les historiens continuent encore de débattre de la question, certains l'attribuant à leur naissance, d'autres aux privilèges reçus, et d'autres encore à l'énigme qui les entourait. Pourtant qu'ils soient ou non les descendants d'Henri VIII, leur influence fut incontestable. Ils se tenaient aux côtés d'Élisabeth, façonnant sa cour, renforçant son règne et préservant une monarchie qui, sans cela, aurait pu vaciller. Leur lignée maintint cette stabilité à travers les âges, jusqu'à ce que le sang de Marie devienne partie intégrante de l'institution qu'il avait autrefois négligée. Aujourd'hui, lorsque nous voyons la famille royale apparaître au balcon, ou que nous observons les visages des princes et des princesses dans les publications et les émissions télévisées, nous observons également l'héritage de Mary Boleyn. Elle est présente, invisible et pourtant indéniable, dans la ligne de succession, dans la persistance de la monarchie. Son histoire nous rappelle que l'histoire ne s'inscrit pas seulement dans les guerres et les couronnements, mais dans la résilience silencieuse des lignées qui persistent malgré l'extinction. La vie de Mary Boleyn fut marquée par le scandale, l'exil et l'anonymat, mais son influence perdura grâce à sa survie, sa persévérance et son triomphe. Elle représente l'énigmatique contradiction des chroniques Tudor, à la fois oubliée et indélébile, rejetée mais tenace, ridiculisée mais victorieuse. Par sa descendance, leurs descendants et les générations qui lui ont succédé,
Mary a fait en sorte que son nom soit un jour reconnu non comme un avertissement, mais comme la genèse d'une dynastie. En scrutant l'ère Tudor, il est essentiel de voir au-delà de l'ascension et de la chute radieuse d'Anne, de l'opulence d'Henri et de la splendeur d'Élisabeth. Il nous faut explorer les zones d'ombre, explorer la vie paisible d'une femme qui a privilégié l'amour aux aspirations, et ce faisant, a forgé un héritage qui les a tous dépassés. Mary Boleyn, la sœur négligée, la maîtresse éconduite, la beauté à la voix douce moquée par les rois, est finalement devenue l'ancêtre des monarques. Son récit n'est pas simplement une note secondaire, il est le pouls caché de l'histoire anglaise. L'énigme entourant Mary Boleyn perdurera. Était-ce vraiment le sang d'Henri Queen qui coulait dans les veines de Catherine et d'Henri Carré, puis dans celles des princes et des reines? Ou l'héritage de Mary était-il exclusivement le sien, préservé de l'apport génétique du roi? Cette question n'aura peut-être jamais de réponse. Pourtant, c'est peut-être là la beauté de l'histoire, son amour du mystère. L'énigme de Mary traverse les siècles, nous invitant à la réflexion, à la fantaisie, et à trouver dans son histoire non seulement le scandale, mais aussi le destin. Et dans ce destin réside l'ironie suprême. La femme méprisée par son époque est devenue indispensable en un instant. La femme rejetée par sa famille est devenue l'ancêtre des familles régnantes. La femme autrefois méprisée comme maîtresse est devenue la mère des rois. Mary Boleyn, la belle, la douce et l'oubliée, émerge enfin non comme une ombre, mais comme une pierre angulaire.